Bonjour tout le monde, aujourd'hui on accueille Bertrand Aumont, il est agronome indépendant et il va nous parler de ses expérimentations long terme qu'il a menées notamment avec la Chambre d'agriculture de l'Eure sur ce qu'on appelle les blés rustiques. Je m'appelle Bertrand Aumont, je suis aujourd'hui agronome indépendant après avoir travaillé pendant de longues années dans le milieu des chambres d'agriculture et en Normandie en particulier, mais en ayant pas mal bourlingué ailleurs, surtout en Nord-Loire. Et je propose de vous parler aujourd'hui de quelque chose qui a été travaillé il y a déjà très longtemps, mais qui me semble être totalement d'actualité, puisque c'est finalement la façon de conduire, de piloter une culture de blé d'une façon qu'on appelle intégrée, en référence à IPM, qui est le standard européen et qui est un standard international, et lié à un usage très bas intrant et qui a été travaillé dès l'époque. Alors je vais vous le montrer. Il y a une vingtaine d'années, finalement pour faire du blé énergétique. Il y avait un projet de blé éthanol. Donc ça veut dire des blés à faible valeur ajoutée à l'époque et à bas coût, et aussi en cherchant des performances environnementales. Et finalement, même s'il y a des reculs d'ambition actuellement, les enjeux de santé, d'environnement, ils sont toujours là. Puis on voit bien en ce moment, et cette année en particulier, qu'on peut avoir des ciseaux de prix qui soient vraiment défavorables, avec des prix de marché qui soient faibles, tout en ayant des coûts élevés. Donc je me suis dit qu'il était important de repartager ça, de montrer comment on peut l'actualiser, l'ajuster, parce qu'il y a des avancées de travaux, mais en même temps, les choses s'usant, et ben finalement ces travaux-là sont aujourd'hui un peu méconnus, alors qu'ils pourraient être mobilisés par plein de gens. Donc voilà, et vous pourrez me joindre donc maintenant, le CNA vous donnera mes coordonnées par mail. Alors, le cas de l'itinéraire blé, parce que c'est quelque chose qui était très travaillé, puis je vous proposerai une toute petite extension sur finalement ce qui existe aussi dans d'autres cultures. Alors, d'où on vient par rapport à cette question-là, c'est toujours intéressant de faire un petit peu d'histoire de l'agronomie. On vient en agriculture, et ça vient du 19e siècle, de la loi dite des minimums ou des facteurs limitants, c'est-à-dire qu'on considérait les facteurs limitants un par un, et notamment en particulier le facteur azote qui, à la croisée des 19e et 20e siècles, finalement a été déterminant. Puis finalement, au cours du 20e siècle, après ce facteur azote, arrivent d'autres facteurs limitants. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un empilement de facteurs limitants, mais sans forcément les considérer les uns avec les autres. Et ça, alors c'est important d'en parler pour voir comment on peut concevoir des itinéraires et des systèmes de manière plus systémique. Ça a aussi donné lieu à une organisation du travail autour de l'agriculture, avec des spécialités, et puis des gens qui faisaient des préconisations, et c'est encore pas mal d'actualité, mais vraiment par thématique, avec les spécialistes de la fertilisation, ou des pathogènes, c'est-à-dire des maladies, ou de la sélection et des variétés. Et ça a été très accompagné aussi par les mathématiques, finalement, avec l'expérimentation dite factorielle, c'est-à-dire facteur par facteur, avec des répétitions, donc c'est les essais que tout le monde connaît bien, s'appuyant sur la science mathématique et notamment la discipline des statistiques. Et donc là, je vous mets un verbatim, on considérait à l'époque que la seule manière rigoureuse de mettre des liens de cause à effet était cette expérimentation factorielle. Alors, on a travaillé là, comme ça pendant longtemps, mais ça négligeait quelque chose qui était les effets de combinaison. Donc, à ce moment-là, il y a l'émergence de ce qu'on appelle l'agronomie système, et c'est-à-dire qu'on passe de une pratique, une performance, puis des pratiques à des performances de production. Et avec l'agronomie système, on a notamment la démarche de système de culture. On considère l'agriculteur dans ses champs, avec ses décisions, pour mettre en œuvre des pratiques qui doivent répondre à des performances plus multiples. Alors notamment, depuis quand même maintenant 20 ou 30 ans, des performances qui ne soient pas que de production, mais qui soient aussi de caractère social ou environnemental. Alors, la notion de système de culture, le mot système est important, on va le revoir, et finalement, un itinéraire annuel, on peut le considérer comme un petit système ou un mini-système, puisque à l'année,
on va garder l'idée de la combinaison de pratiques et pas seulement l'empilement de facteurs limitants considérés un par un. Je crois que c'est absolument important de voir ça. Et donc, on peut faire de la conception à l'année sur une culture, et ensuite on peut faire de la conception de systèmes de culture. Peut-être on pourra en reparler un autre jour. Alors là, ça s'appuie sur simplement cette définition de l'agronomie système, si vous voulez, en général, et notamment sur l'échelle du système de culture. Et je mets en avant aussi ce que Sébillot disait à cette époque-là, qui est quand même celui qui a mis ça en avant de manière le plus conceptuelle, un itinéraire, mais aussi un système de culture, comme une combinaison logique et ordonnée de techniques. Et le mot important là-dedans, c'est la combinaison, puisque ne prenait pas du tout en charge finalement l'agronomie factorielle qui est encore en vogue, mais qui a surtout été très développée pendant tout le XXe siècle. Donc on va parler de combinaison, puisque ce sont les effets interactifs qui sont très importants dans la conception d'itinéraires ou de systèmes de culture. Alors du coup, comment ça s'est passé cette histoire-là, et finalement la conception de l'itinéraire blé que je vous propose, qui tient dans la diapo d'après, elle peut être ajustée aujourd'hui, mais elle vient de cette origine. Et il y a eu un premier réseau autour des années 2000, c'est-à-dire entre 99 et 2002, qui a associé à la fois la recherche avec à l'époque l'INRA et on dirait aujourd'hui INRAE, mais aussi AgroParisTech et Arvalis et le Club des 5, c'est-à-dire que 5 sélectionneurs qui étaient réunis pour des travaux avaient décidé avec l'INRA, la recherche et AgroParisTech et Arvalis, finalement de voir comment conduire des variétés de blé d'hiver résistantes aux maladies pour justement faire du blé à l'époque, il y avait un enjeu énergétique et le blé valait pas très cher, et pour éventuellement travailler un débouché énergétique pour le blé. Alors ça paraît farfelu aujourd'hui, et donc dans ce cadre-là, il fallait que finalement que le coût de la conduite de la culture soit faible, et en même temps que ça réponde à des enjeux environnementaux et énergétiques. Donc vous voyez que c'est pas si c'est à la fois assez reculé dans le temps, puisque ça date d'il y a plus de 20 ans, et en même temps on pourrait dire que c'est très actuel en dehors du débouché de l'époque. Alors là, c'est peut-être le moment le plus important pour comprendre cet effet combinatoire des pratiques. Donc en fait, le socle de ça, c'est avoir des variétés dites rustiques. Alors on va voir que rustique au cours du temps, ça ne va pas être seulement la résistance aux maladies, c'est avoir des densités de semis réduites. Alors on insistera là-dessus, j'ai rajouté en haut une adaptation actuelle. À l'époque on disait réduite, pourquoi ? Parce que la plupart des blés étaient semés début octobre, et ils étaient semés à forte densité avec des conditions très favorables au lever, et on avait finalement très souvent des peuplements en sortie d'hiver qui étaient excédentaires, c'est-à-dire qu'il y en avait trop, et qui dès le départ généraient des maladies et de l'averse. Donc ça voulait dire qu'on voulait réduire la densité pour des blés qui à l'époque étaient trop souvent excédentaires. Aujourd'hui, on pourrait relativiser ça, puisqu'il faut surtout éviter les peuplements trop excessifs. Et notamment, on pourrait rajouter aujourd'hui que la date de semis est déterminante, parce que pour des gens, par exemple, qui vont décider volontairement de semer beaucoup plus tard, alors le risque vert, c'est de surdensité de peuplement, va baisser considérablement. En tout cas, il y a un regard sur la densité, sur le peuplement plutôt, en sortie d'hiver. Et puis, ça s'appuyait aussi sur un troisième pied au tabouret, hein, donc un pied variété, un pied peuplement, et puis un pied pas d'azototalage. Et alors, on va voir pourquoi. Alors, avant de passer à comment les combinaisons marchent, développer un peu le fait qu'une variété dite rustique, c'est pas seulement tolérante aux maladies, alors tolérante aux résistances, hein, on pourrait revenir là-dessus. La résistance, c'est vraiment net, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir le maladie. La tolérance, c'est qu'on peut, la culture peut rencontrer la maladie, mais finalement avoir un très bon niveau de tolérance et vivre avec. C'est aussi une variété qui peut supporter, dans l'idéal, une carence azotée précoce, et elles sont assez différentes là-dessus. Et là-dessus, on pourrait dire que malheureusement, on n'a toujours pas beaucoup plus de connaissances, en tout cas de diffusion là-dessus. Et puis, si possible aussi, une variété qui soit plus capable que d'autres. Et là, maintenant, on a des caractéristiques qui sont données.
de bonne teneur en protéines. Pourquoi? Parce que comme on va éventuellement mettre moins d'azote, enfin pas éventuellement, on veut quand même arriver à maintenir des taux de protéines. Alors comment en fait ces variétés vont pouvoir se combiner avec ce qu'on a ici, qui est une façon de les conduire avec 3 pieds, notamment le peuplement et puis l'azote, qui est le pivot finalement de cet itinéraire. Alors une densité ou un peuplement plus réduit en sortie d'hiver, c'est surtout là qu'il faut le considérer, ça va générer de plus faibles besoins d'azote au talage. Et puis par ailleurs, et énormément de références ont pu montrer depuis des décennies, et ça c'était déjà connu, que la plupart des apports au talage étaient excédentaires, et étaient surtout peu efficaces. Donc et que finalement ils allaient favoriser sur des peuplements déjà excédentaires, on en a parlé avant, avec en plus de l'azote mis précocement sans que ça soit vraiment utile, et bien finalement on allait renforcer des peuplements encore plus fragiles, alors encore plus fragiles à la fois du point de vue des maladies et du point de vue de la verse, puisque la verse se détermine finalement en tout début de montaison, et avec lorsqu'on a beaucoup de peuplement et avec un rapport de carbone-azote de bas de tige qui est défavorable. Donc ça veut dire que voilà, on commence à comprendre, là vous voyez, les effets de combinaison entre des variétés et des conduites qui permettent alors de ne pas réguler et qui permettent de s'appuyer sur le fait de mettre moins d'apport d'azote. Vous voyez, on est bien dans la combinatoire et on n'est plus dans le facteur limitant. Alors comment ensuite on va pouvoir faire la combinaison avec les variétés plus tolérantes? Eh bien, le fait d'avoir à la fois moins de biomasse précoce, on vient d'en parler, grâce au peuplement et à l'azote, si on recombine ça maintenant avec des variétés plus tolérantes, ça veut dire qu'on comprend bien qu'on va à ce moment-là avoir moins de maladies, c'est beaucoup moins favorable au développement des maladies, moins de nuisibilité, et dans ce cas-là, ça nous permet alors de mettre un unique fongicide en tendance. Je vous montrerai après que dans la vraie vie, beaucoup d'agriculteurs peuvent utiliser des années qui sont maintenant relativement assez souvent avec des fréquences plus élevées, sèches pendant environ 3 semaines par exemple sur fin mai-juin, et à ce moment-là, parfois mettre même 0 fongicide sans y voir d'inconvénient. Donc c'est un fongicide unique dans les essais qui ont été expérimentés à l'époque, et aujourd'hui c'est parfois même 0 quand on peut. Mais ce qui est important de comprendre, c'est comment ça se passe. Il ne s'agit pas de retirer le régulateur comme ça, il ne s'agit pas de mettre qu'un fongicide sans rien, il s'agit de conduire un peuplement végétal de telle façon qu'il soit en mesure de ne plus jamais être régulé ou de ne pas recevoir ou très peu de fongicides. Alors ensuite, comment l'interaction se passe avec les caractéristiques de la variété par rapport à l'azote? Eh bien, c'est la capacité de compensation d'une baisse du nombre d'épis, c'est-à-dire qu'on a effectivement, alors il ne faut pas que ce soit trop écarté, mais une baisse de nombre d'épis qui peut être compensée, et notamment si le niveau de statut azoté, donc ça c'est quand même très en lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui la fertilisation dynamique, si on maintient bien le statut azoté en fin de cycle, c'est plus important qu'au début, et à ce moment-là, on peut avoir un effet de booster sur le dernier arbitrage du nombre de grains par épi. Et c'est ce qui permet alors de rester dans des standards de nombre de grains mètre carré qui soient corrects. Et puis le fait d'avoir un bon statut azoté et une variété plutôt favorable à la transformation en protéines, ça permet aussi de maintenir le niveau de protéines tout en ayant fait une économie d'azote de 30 à 40 points. Donc voilà, tout tient là en termes de combinaison. Donc c'est peut-être le plus important à comprendre, et j'espère que en tout cas j'ai été clair là-dessus, puisque à la limite on pourrait presque dire on a tout dit à ce niveau-là. Alors donc ça va faire des économies, mais ça c'est des prix de l'époque, mais voilà. Ce que je voulais vous montrer, mais très rapidement, c'est qu'à l'époque, voilà, c'était, alors je voulais pas traduire celle-là, mais en réalité c'est il y a une indexation à l'époque, mais ce serait vrai aujourd'hui. Donc vous voyez, je trouve que c'est très actuel entre le coût de l'azote. Alors ici par exemple, on est à peine 50 centimes l'unité d'azote. Donc il y a eu des différentes simulations qui ont été faites. Et puis 1,26 €. Donc vous voyez qu'on est dans des fourchettes
qu'on peut connaître aujourd'hui, mais qui serait plutôt entre 1 euro et 1,50 €. Et puis on a la question du prix du fioul, et les deux étant très indexés au prix de l'huile, l'huile étant une denrée spécialement énergétique. Vous voyez, il y avait cet aspect énergétique, et je crois que ça c'est très actuel, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Alors je vais vous passer celle-là parce que finalement elle parle juste des coûts. Alors c'est évident que il y a eu des économies de coûts. Alors les 4 itinéraires qui sont là, j'ai entouré celui qui est au milieu, le CM3. Pourquoi? Parce que c'est celui dont on va parler après, qui est l'itinéraire dit intégré base intrant. Le CM4 étant encore plus extensif, le CM1 étant un itinéraire très intensif mais qui existe encore, et le CM2 étant un itinéraire standard du conseil standard que donnent des chambres d'agriculture par exemple dans leur région. Donc dans ce premier réseau sur 3 ans, ils ont travaillé sur 4 niveaux d'itinéraire. On verra qu'après on a travaillé sur 2 niveaux d'itinéraire. Puis la conclusion de ce premier réseau était de dire finalement c'est écologiquement, énergétiquement pertinent de cultiver des variétés rustiques. Et de telles combinaisons ont réduit la sensibilité de la rentabilité au prix des céréales et du pétrole. Ça, je vous l'ai mis en bleu. Pourquoi? Parce qu'il me semble que c'est extrêmement actuel. C'est exactement ce qu'on peut vivre aujourd'hui. On parlait du pétrole à l'époque, mais on pourrait parler d'énergie en général. On voit bien qu'on ne va pas aller vers des périodes où l'énergie sera basse. Elle peut fluctuer, mais par définition, l'énergie va forcément coûter cher à l'avenir, on le voit bien, et sous forme de prix déjà de la ressource, plus sur le plan des taxes possibles, puisque la consommation d'énergie est quand même souvent à la ressource, voire même toujours à la source de gaz à effet de serre. Donc vous voyez que c'est à la fois ancien, ce que je vous montre, mais à la fois c'est extrêmement actuel au niveau du contexte. Et enfin, ils étaient le plus souvent rentables, donc ces itinéraires-là, lorsque le prix des céréales était bas, et là j'ai juste remis en bleu aussi, mais aussi dans un contexte de prix moyen des céréales combiné à des prix de pétrole élevés. Et finalement, quand on parle de prix d'azote élevé, c'est indirectement le prix d'énergie qui est aussi élevé, sans parler des taxes aussi, mais il y a déjà surtout le prix d'énergie. Donc vous voyez, je me dis que c'est très actuel et que c'est dommage qu'on mobilise pas ces travaux-là qui sont quand même très solides. Alors après, comment on fait? Après ce premier réseau, on est quelques-uns, très peu nombreux, on se téléphone et on se dit, même dès 2002, mais alors là c'est très confidentiel, à 2 ou 3, et surtout en 2003, on commence un deuxième réseau, et là vraiment dans le développement, avec des chambres, des CIVAM, et puis avec pas grand monde, mais Bernard Roland notamment à INRAE, et puis Irène Félix à l'époque chez Arvalis, et qui a été très précieuse chez Arvalis, parce qu'elle a toujours fait les synthèses, et puis avec la rigueur qu'on lui connaît. Alors là, on a simplifié, parce qu'on était dans des essais parfois à répétition, mais on pouvait pas se permettre d'avoir 4 conduites, donc on a pris la conduite 2, c'est-à-dire la conduite dite classique, ni trop intensive, ni intégrée dans un département ou une région, et puis la conduite 3, sur laquelle on a appliqué une baisse de densité de blé, une dose d'azote voilà forfaitaire, puisqu'on voulait faire réseau, donc on faisait pareil chez tout le monde, et puis on diminuait le nombre de régulateurs et on diminuait le nombre de fongicides, et là aussi de manière si possible un peu standard, pour pouvoir faire réseau et pour pouvoir mobiliser les différents essais que l'on menait. Alors ça a duré quand même une douzaine d'années, donc c'est pour ça qu'on a des résultats très précieux qui, malgré leur âge, restent très précieux aujourd'hui. Alors bon, moi j'ai fait ça en Normandie, et puis il y avait le réseau national qui m'intéressait beaucoup, et on essayait de copiloter. Pour la petite histoire, on n'a jamais eu 1 euro d'argent public de projet pour ça, on a juste bossé tous ensemble, et finalement ça a été un des réseaux les plus durables. Et en gros, on avait effectivement, il faut l'assumer, il faut en parler, un écart moyen mais assumé de 8 quintaux hectares, c'est-à-dire qu'on visait la marge et pas le rendement. Là, il faut être très clair là-dessus. C'est-à-dire que bien sûr qu'on peut pas se permettre d'avoir des écarts de rendement de 20 ou 25 quintaux, mais on montrera plus tard, et je vous le montrerai, que en tendance pluriannuelle, 8 quintaux avec des coûts beaucoup moindres, ça permet de s'en sortir en marge, et surtout ça permet de s'en sortir encore mieux
quand on a des ciseaux de prix comme actuellement qui sont absolument défavorables. Alors, du coup, simplement quelques petits éléments de synthèse là-dessus. On s'est rendu compte que l'effet de la combinaison itinéraire dans son milieu géographique et de sol pesait plus fort que l'effet de l'itinéraire par rapport à la variété. C'est-à-dire que ça veut dire à l'envers qu'on s'est rendu compte que, en quelque sorte, que conduire un blé même sensible, peu rustique, avait de l'importance. C'est-à-dire qu'on pouvait le faire même sur des variétés sensibles, mais bien sûr, c'était moins intéressant que de le faire sur des variétés dites rustiques. Et puis, par contre, il y avait une grosse dépendance au milieu, ça, c'est sûr. Et on a par ailleurs vu que l'effet des variétés restait très important et dominant sur l'effet ITK, notamment sur les maladies. Ce qui n'est pas très étonnant. Alors, par exemple, pour vous le montrer peut-être un peu plus visuellement, sur deux essais différents, là on est en Normandie, on n'est pas au même endroit. Et vous voyez, là on a l'itinéraire 2, c'est-à-dire le conseil standard, moyen de la région. Et puis l'itinéraire 3, base intrant intégré. Et juste pour vous faire voir, alors ce sont des vieilles variétés, mais ça serait, on pourrait faire pareil aujourd'hui. Oratorio, c'est vraiment notre notre chouchou. C'était la variété rustique par excellence. Alors on voit deux choses, on voit qu'au niveau gravité de septoriose ici, on en a effectivement un peu plus dans l'itinéraire 3 parce que malgré tout on protège moins, mais on voit bien que Orventis qui est en bleu ciel ici, alors pour ceux qui sont plus anciens, Orventis était elle la variété très productive, hyper sensible. On l'avait pris parce que c'était la plus cultivée dans le Nord-Loire. Et on voit bien que on ne peut pas bien désintensifier une variété sensible. Vous voyez là, l'interaction variété itinéraire, elle est quand même forte. Pour désintensifier, il vaut mieux le faire avec une variété bien choisie, comme ici en jaune, Oratorio. Et puis si vous le prenez sur ce deuxième essai où il y a eu moins de pression, bien finalement ça tient très bien pour trois variétés. La désintensification se passe très bien. Et on a un effet itinéraire dans ce cas-là, y compris pour Orventis, et ça c'est intéressant de vous le montrer, c'est-à-dire que dans des situations qui sont pas trop graves, et ben finalement on peut aussi avoir un effet sur une variété sensible. Donc à la fois un essai variété et à la fois un effet itinéraire. Et là je vous le montre en photo, ça c'est une année relativement cata, donc je m'en rappelle très très bien. Alors j'espère que vous voyez à l'écran. Toutes les feuilles sont cramées sur toison d'or dans l'itinéraire 4, c'est-à-dire il y a 0 fongie. Donc il a 60 points d'azote en moins, mais il a 0 fongie. C'est une année 2007 qui était vraiment très très impactant. On a pareil sur Orventis. Et puis on a deux variétés qui sont sorties. On a surtout Atlas, que certains ont sans doute connu, juste pour montrer que même en année très très difficile du point de vue des maladies foliaires, eh ben un Atlas non protégé, et je pourrais vous le remontrer par ailleurs, a dégagé la meilleure marge alors qu'il a pas reçu de fongicide. Et vous voyez l'état de sa dernière feuille. Donc si vous voulez, ça veut dire que les effets de conduite, combinés à des effets de variété, ça peut être beaucoup plus puissant qu'on ne le pense encore aujourd'hui dans la plupart des cas. Mais il faut l'avoir vécu, et donc il faut le mettre en place chez vous pour le voir. Alors au niveau des marges, parce que c'est quand même ce qui doit intéresser la plupart des gens qui verront cette présentation. On a ici, au cours du temps de ce réseau, qui a donc duré, vous voyez, une douzaine d'années, voire 13 années, et on a en bleu l'itinéraire classique dans son territoire, et puis on a en 3 l'itinéraire base intrant intégré. Vous voyez bien qu'en gros, on a un parallélisme très étroit sur un très grand nombre d'essais. Là, on doit être sur 140 essais qui ont été triés sur 189. Donc, il y a eu une sélection de 140 essais sur 189. Et on voit bien qu'il y a un parallélisme très étroit et qu'en gros, on fait les mêmes marges à longueur d'année. Alors, pourquoi il y a des marges plus élevées certaines années que d'autres? On va le voir juste après. Mais déjà, il faut bien voir que c'est très solide selon les années. Considérant qu'on vend au même prix, bien sûr, l'itinéraire 2 ou l'itinéraire 3 dans son année. Alors, d'où viennent du coup les fluctuations des deux courbes, même si elles sont très parallèles? Ça, c'est quelque chose de très important pour moins se faire peur avec l'idée de changer de façon de conduire les cultures.
Alors ce graphique, il vous paraît peut-être chargé, mais ça veut dire qu'ici, on a une comparaison interannuelle des itinéraires, hein, et on a à chaque fois en pointillé l'itinéraire base intrant intégré ou intégré base intrant, et en trait plein l'itinéraire, encore une fois, dit qu'on pourrait appeler raisonné dans son territoire, qui est l'itinéraire un peu recommandé. Alors vous voyez bien que plusieurs choses. De chaque couleur, on a un parallélisme là aussi très très étroit et très peu d'écart entre les courbes pointillées et les courbes pleines. Ce qui confirme ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que finalement, les niveaux de marge, ils sont très stables avec les deux itinéraires. Par contre, pourquoi on a des courbes, des couples de courbes qui sont beaucoup plus différents? Parce que on a testé ça avec, c'est pas très compliqué à faire, avec des prix de la tonne de blé qui vont de 110 à 230 euros. Et vous voyez bien que, bien sûr, c'est l'effet du prix qui est massif, donc c'est ce qui est représenté ici. L'effet du prix de l'année, du millésime de l'année, est le déterminant numéro 1 et de très très loin, bien sûr, sur la marge, et c'est beaucoup moins l'effet de la conduite. Alors vous voyez un peu plus d'écart si on est tout à fait honnête en haut, mais j'ai envie de dire, c'est pas très grave qu'un itinéraire base intrant soit un peu moins 10 ans dans des niveaux de marge de 1500 euros. C'est pas très grave parce que ça reste quand même une très bonne nouvelle, même dans des marges de 1500 euros. Alors qu'on voit que c'est beaucoup plus serré quand on est dans des niveaux de prix beaucoup plus bas. Malheureusement, aujourd'hui, on sera à peu près dans le niveau des courbes vertes, c'est-à-dire 170 à 200, si vous voulez. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout invalide de faire des techniques de base intrant intégrée, même avec ces niveaux de prix moyens, et moi je pense même avec des niveaux de prix élevés, puisqu'on a quand même les enjeux environnementaux et de santé à couvrir. Et puis il y a une autre chose que vous voyez là qui est très intéressante, et on a eu la chance d'avoir 2016, mais on a eu aussi récemment dans certains départements 2023 qui était catastrophique. On peut avoir de plus en plus ce qu'on appelle des événements qui sont abiotiques, c'est-à-dire qui ne sont pas des causes de maladie, et qui sont des causes du contexte finalement météo sur la baisse des rendements. On l'a eu très très fort dans certains territoires normands en 2023, c'était le cas en 2016, et dans ce cas-là, on voit bien que il y a quand même un gros intérêt par rapport à ces événements dits climatiques maintenant, à avoir eu des coûts beaucoup moins élevés. Donc je pense que c'est très important, économiquement c'est très robuste. Une autre manière de le montrer finalement, c'est si on fait 100 fois l'opération, quel est le risque à changer, le risque à ne pas changer? Alors, je vous ai pris juste deux cas. Alors, pour vous resituer, Caporne était plutôt un candidat blé rustique et capable de faire de la protéine. Et Orventis, on l'a vu tout à l'heure, blé très productif et très sensible. Et quand on dit un Caporne 3, ça veut dire une variété rustique en itinéraire base intrant, comparé à un Orventis encore plus productif, mais en itinéraire plus standard. Eh bien, que perd-on au pire à choisir un blé rustique désintensifié, par exemple sur 3 années de suite, ça avait été fait. Eh bien, finalement, on perd au pire, dans les situations les pires, 52 euros. Et ça veut dire aussi qu'en moyenne, on a finalement gagné 17 euros, vous le voyez, ou 66 ou 55. Mais les moyennes, c'est toujours embêtant, donc c'est toujours limitant. Vous voyez que c'est intéressant de se dire, oui, mais si je perds le pire, combien je perds? Alors que quand on prend l'inverse, eh bien, on peut perdre, c'est-à-dire qu'on prend la variété la plus intensive avec un itinéraire plus standard, eh bien, il y a des années, notamment 2005 ou 2006 à l'époque, où on peut perdre beaucoup plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est un faux ami. Personne n'imagine jamais assez que d'intensifier, et c'est pour ça que je trouve ça très actuel, avec des aléas climatiques comme on va connaître, peut-être une très mauvaise idée de point de vue économique. C'est vraiment un faux ami, c'est pas intuitif de se dire ça, pourtant c'est à la réalité, et ça s'explique facilement, parce que finalement on met des charges, et on peut ne pas avoir le résultat au bout. C'est ce qu'on a eu exactement chez nous, dans les meilleurs territoires de plus gros potentiel, par exemple de l'Eure, ou en 2023, même des blés traités avec 3 fongicides par exemple, très classiques, voire assez intensifiés, finalement on pas pu dépasser 50 quintaux. Donc je le dis parce que c'est pas du tout intuitif. Alors ensuite les autres évaluations, eh bien finalement on a des évaluations de protéines qui sont
très variable entre variétés, bien sûr. Et si on prend toutes les variétés qui ont été dans le réseau, mais là, ça veut dire sans les filtrer, avec une petite perte de 0,2. Mais ça, c'est sans les filtrer. Alors, évaluation environnementale aussi, c'est important quand même de se dire que c'est, moi j'ai toujours trouvé ça impressionnant. On n'a pas l'usage des herbicides puisqu'on est à l'itinéraire annuel. Donc, on sait tous que la gestion des adventices, c'est quelque chose qui se joue de manière pluriannuelle. Donc on regarde bien sûr la consommation des phytos, mais hors herbicides. Et là, le seul fait de faire cette différence qu'on a montré tout à l'heure avec les régulateurs et les fongicides, ça fait quand même une baisse de plus de 50%, de plus de la moitié de l'IFT, donc hors herbicide. Et il faut quand même pas se priver de le faire. Alors pour revenir ensuite sur l'efficacité des apports d'azote, parce que il faudrait pas retenir qu'on fait une baisse standard de 30 points qui voudrait dire que le blé va manquer de 30 points. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, puisque, et là ça rejoint la notion de fertilisation dynamique efficace. C'est l'idée que finalement, si on prend le résultat de l'azote non absorbé, la partie non absorbée par le peuplement, eh bien, on s'aperçoit que cette part, elle diminue quand on passe de l'itinéraire 2 classique conventionnel à l'itinéraire 3. Ça veut dire qu'on augmente à l'envers l'efficacité de l'azote absorbé. Alors, comment ça se faisait? Dans un certain nombre d'essais, pas dans tous, on avait bien sûr des témoins zéro, on avait les itinéraires 2 et les itinéraires 3. Eh bien, on a fait des biomasses, on a récupéré la biomasse et on a passé à l'analyse finalement les échantillons pour savoir combien il y avait d'azote dans le peuplement végétal. Donc ça se fait assez classiquement, c'est du boulot et ça a un peu de coût, mais ça se fait bien et ça a permis on s'en doutait, de montrer que en apportant l'azote plus tard, on était plus efficace. On en redira un mot tout à l'heure. Aujourd'hui, on peut le faire de manière encore plus habile grâce à la fertilisation vraiment dynamique. Alors du coup, oui. Alors, la seule différence, alors j'ai voulu aller vite en prenant que celle-là, qui est une forme de synthèse, puisqu'on n'a que 4 variétés, et dont des variétés assez faciles à distinguer, qui sont notamment Oratorio ici, et Caporne, plutôt candidat rustique par rapport à Orventis et à Apache. On voit par exemple que Caporne c'est un petit peu moins bien que Apache, et finalement Apache s'est montré très efficace par rapport à l'azote absorbé. Mais globalement, sur ces 4 variétés qui ont été des témoins, si tu veux, pluriannuels, qui sont restés plus longtemps. Et puis là, on a la même chose, mais c'est plus difficile de s'y retrouver, puisqu'on voit surtout la variabilité des résultats, puisqu'on est dans des situations, les numéros sont les numéros de département. Donc on a la Seine-et-Marne, on a l'Eure, on avait toujours, nous, 2 essais. On va avoir de l'Indre-et-Loire, de l'Indre, du Poitou-Charentes, donc avec 86 et 17. Donc on a beaucoup plus de courbes là et on voit un petit peu moins bien la tendance générale, alors que là, finalement, on l'a en synthèse. Si ça te va. C'est parce que je vois plus l'heure et je ne me rends pas compte. Alors, parce que je ne voulais pas faire un webinaire trop long. Alors simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'à la toute fin du réseau, c'est-à-dire en 2016, on s'était permis de dire on va regarder ce que ça donne vraiment sur les critères de production. Donc c'est ça, des conduites qui visent de la multi-performance, ça veut dire qu'il faut montrer la production, parce que c'est quand même encore important, mais c'est une production qui est très orientée sur l'économie de l'exploitation, hein. C'est-à-dire finalement les notions de marge. Le social avec le temps de travail, l'exposition à la santé, l'environnement avec notamment les EFT, mais aussi les questions d'azote et d'efficacité sur l'azote utilisé. Et on va pas y revenir, mais plus l'azote est utilisé, moins il se retrouve à garnir le sol pour ensuite faire des fuites nitrates ou du gaz à effet de serre. Et puis, il faut le mettre sur la table aussi, parce qu'on a souvent reçu des gens de la filière, le chiffre d'affaires filière notamment. Et on voit bien que plus c'est vert et plus c'est vert foncé, plus c'est favorable. Alors bien sûr,
il peut y avoir des différences de rendement, mais l'agriculteur, il ne vit pas avec du rendement, il vit avec de la marge. Et si on prend les marges, on a regardé tout à l'heure ce que ça donnait de manière plus précise, on voit que finalement, notamment quand le ciseau de prix est pas favorable, ce qui est le cas actuellement, ou s'il y a en plus, mais on peut le souhaiter à personne, mais ce qu'on a eu en 2023 ou à l'époque en 2016, eh bien dans ce cas-là, c'est très défavorable de garder le même niveau d'intensification. Donc on retrouve cette idée-là qu'on a déjà vue tout à l'heure. Donc globalement, c'est plus robuste aussi en avance de trésorerie. Donc là aussi, il y a des faux amis. Par exemple, pour quelqu'un qui s'installe, il y a quand même très sensiblement moins d'argent à mettre en route. Et après, en ayant quand même un peu l'épée de Damoclès sur le millésime de l'année, à la fois finalement en scénario favorable à la production de biomasse et aussi en niveau de prix. Donc le millésime, c'est toujours deux choses. C'est le niveau de production spontanée et c'est le niveau de prix. Et ça, je veux dire, une fois qu'on a engagé les charges, on n'en sait rien du millésime. Alors il y a quand même des arguments de travail qu'on va pas développer trop aujourd'hui, mais par exemple au printemps, ne plus réguler, ça fait vraiment sauter des verrous dans l'organisation du travail par rapport à faire d'autres choses. Il faut quand même insister sur l'exposition de santé parce que un agriculteur expose sa santé à chaque fois qu'il va pulvériser, quelle que soit la dose qu'il va pulvériser d'ailleurs, hein, même s'il se met à traiter avec des faibles doses. C'est le fait d'utiliser le produit et d'y aller qui va exposer sa santé. Donc c'est quand même un gros argument qui est très lié au travail. Hein. Il y a moins de passages et il y a moins d'exposition santé. Bien sûr, une moindre consommation d'IFT, on l'a vu. Et puis, on a une beaucoup plus efficace sur l'azote qui, par les temps qui courent, est quand même un point crucial. Et ça, c'est vrai sur de multiples cultures qui sont gourmandes en azote. Donc voilà sur cette petite synthèse-là. Alors très vite là-dessus, parce que c'est un travail qui avait été fait, un travail d'expertise sur l'impact des travaux de R&D, notamment par l'INRA. Et en fait, il y avait quand même une forte déception, mais je vous passe les détails, sur le fait que déjà à l'époque, on trouvait ça peu mobilisé. C'est-à-dire qu'on estime que très vite, ça a été, enfin dès le départ, ça a été peu mobilisé. Alors moi, j'apparais là, vous vous rendez compte, en 2025, pour vous dire que c'est très actuel et très moderne, et c'est complètement adapté à ce qu'on doit faire demain. Et donc voilà, et Philippe Barret, par exemple, qui est relativement connu encore aujourd'hui, qui expliquait à l'époque, puisqu'il avait travaillé là-dessus aussi, que on a un problème quand même socio-culturel avec le prestige du rendement maximum, du chiffre d'affaires et de la distribution élevée de phytosanitaires, ce que par ailleurs Jean-Marc Ménard a appelé, a nommé, a fait des travaux depuis au moins 2010 sur ce qu'on appelle les verrous du système socio-technique. Alors, ces verrous existent. J'espère que ceux qui m'écoutez, vous êtes là pour dire, bah moi, je peux faire sauter c'est un verrou. Alors ensuite, comment ça s'est passé quand même chez ceux qui l'ont adopté? Alors moi, je vous parlerai notamment de mes expériences dans le réseau défi national et en particulier de celui de l'Eure. Et j'ai fait un petit comptage comme ça à la louche. Sur une vingtaine d'années, c'est de l'ordre de 1500 situations parcelles. En agronomie, c'est la situation parcelle qui compte, c'est l'unité qui a connu une histoire. Et ça veut dire qu'il y a eu, voilà, en faisant un petit calcul sur le nombre de parcelles de blé qu'ils ont, ça veut dire que sur 1500 situations parcelles, il n'y a jamais eu de régulateur chez eux, ou je veux dire, ça a été peut-être exceptionnel. Et finalement, on a beaucoup travaillé ensemble. L'averse n'a jamais été un sujet pendant 20 ans. C'est quand même un truc à noter. Avec un passage unique fongicide dans 75% des cas, ça c'est mon estimation. 15% avec une impasse, c'est aussi une estimation. Ça veut dire que c'est assez classique, c'est pas anecdotique, le fait que certains d'entre eux, d'ailleurs plus que d'autres, ont recours font des impasses de fongicides les années, et moi je les soutiens dans ce sens-là, parce qu'on est capable de le voir en observant le blé, donc c'est rien de plus facile. Il y a au moins 15% des blés qui ne sont pas protégés. Et puis par contre, il peut y avoir quand même, il faut en parler aussi, 10% de cas où il est important parce qu'on voit de la rouille démarrer. Et donc là, on pourrait parler aussi des mélanges variétés pour éviter d'avoir éventuellement ce passage supplémentaire de rouille, puisque si un mélange est bien conçu, et bien éventuellement, il a vraiment une grosse efficacité sur l'atténuation du développement de la rouille. Là, on pourrait le montrer, mais je ne vais pas vous le remontrer aujourd'hui, qu'ils ont maintenu leur marge, eux, sur toute culture, parce que ça, on l'a fait sur l'ensemble de leur culture. Ils ont maintenu leur marge
brut par rapport à des références locales, en faisant sur blé, on est en approche système de culture plus largement. Et puis, on l'a calculé aussi pour d'autres travaux, avec des soldes d'azote autour de 0. Et pour ceux qui connaissent soldes d'azote, ça veut dire qu'en gros, les standards sont plutôt entre plus 30 et plus 50 d'azote non utilisé par rapport à l'azote apporté. Alors que là, on a pu montrer qu'on était autour de 0. Mais effectivement, ils ont aussi depuis travaillé la fertilisation dynamique, c'est-à-dire qu'ils ont encore plus fouillé le levier azote, dans le pied azote dans ce système combinatoire. Et puis avec des émissions de gaz à effet de serre. Et puis enfin, alors vous dire finalement conduire un blé en ITK intégré base intrant en 2026, qu'est-ce que ça pourrait dire pour vous dès cette année, hein, sur la base des 2 réseaux que je viens de vous montrer, une combinaison qui fait l'itinéraire de culture qui est toujours très solide et très actuel. Et puis on a quelques ajustements que je voulais vous évoquer, plus récents, par la R&D, par les expériences qu'on a eues en ferme. Alors, il faut pointer, ça a déjà été dit, qu'il y a une beaucoup plus grande disponibilité de variétés de profils rustiques, même parmi les productifs depuis une dizaine d'années. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller les yeux fermés, il faut refaire un petit filtre, mais vous pouvez chez vous revérifier la rusticité de vos variétés, notamment par rapport aux maladies et à l'inverse. Ça, c'est le point de départ pour dire, dès cette année, je pourrais conduire un blé en base intrant intégré. Ma variété est correcte du point de vue de ça, et essayer de regarder aussi du point de vue de l'azote, et notamment en protéines, mais surtout maladies verses. Les densités de semis, j'y reviens un tout petit peu. La verse dépend aussi beaucoup de la période de semis, je vous l'ai dit, ça veut dire que vous pourriez aussi démarrer par tous vos derniers blés pour vous faire la main. Alors donc, des blés semés les derniers, ils seront pas en excédent de densité et de peuplement, avec des variétés qui conviennent, qui sont pas les plus sensibles. Voilà, c'est pas mal parti. Et dans ce cas-là, vous êtes mûr pour déjà aujourd'hui repérer des parcelles sur lesquelles vous pourriez vous faire la main. Et puis, on a aussi la possibilité de pas seulement dire je ferai de l'impastalage, mais de suivre un petit peu ça avec une fertilisation dite dynamique et ce qu'on appelle par exemple la méthode APN, que par ailleurs je vous ai déjà présenté, enfin qui est disponible, et puis qu'on pourra redévelopper d'une manière très pratico-pratique là dès le début de l'année. Et donc il y a de gros progrès d'ajustement à la parcelle permis avec la suite des travaux et le suivi de chlorophylle dont je viens de parler, pour ajuster et être un peu plus précis sur le pied azote du mélange. Et donc voilà, des parcelles candidates chez vous en 2026, je suis sûr qu'il y en a. C'est non excédentaire, des semis précoces et des variétés rustiques, je l'ai déjà dit. Donc j'espère que, et surtout si certains ont besoin d'en savoir un peu plus pour mettre en place, vous pourrez me joindre par mail, par exemple. Puis juste un mot sur le fait qu'on peut faire à peu près la même chose sur les orges d'hiver et de printemps. On fait de l'adaptation. Que l'équivalent existe quand même, et notamment Terrinovial l'a développé en l'appelant colza robuste. Hein, et ça a été des suites de travaux qu'on avait fait aussi avec INRAE à l'époque, hein, dans le cadre cette fois d'un casdar Pico blé qui s'est vraiment beaucoup appuyé sur le réseau blé rustique. Et ensuite, ça a été repris donc avec l'idée de semer un colza robuste qui s'entend très bien à l'automne, et ce qui lui permet d'atténuer notamment sur les insectes. Mais je n'ai pas le temps de vous le montrer. En termes de fertilisation, c'est aussi très très performant. D'avoir installé un colza robuste, ça permet qu'il soit beaucoup plus efficace ensuite sur l'azote, et on montre qu'on peut baisser de au moins 40 unités sur la plupart des parcelles de colza. Sur protéagineux, malheureusement, on ne peut pas trop combiner des leviers d'action, donc ça veut dire qu'on en est rendu à faire ce qu'on appelle de l'efficience, alors que pour blé, pour orge et colza, vous voyez, j'ai mis un R pour le R c'est de la conception systémique, comme je vous l'ai montré. Sur les protéagineux, faut être sincère, faut être honnête, hein. On fait de l'efficience, c'est-à-dire on va par exemple, selon les circonstances, faire de ce qu'on appelle de l'agriculture raisonnée, ce qui n'est pas toujours fait, et ne pas systématiser le fait de tout traiter. Sur le lin à fibre, on revient sur une possibilité de conception avec variété azote, voilà, sur maladie et sur l'averse. Or, le lin à fibre est une culture qui s'est intensifiée depuis 15 ans. On pourrait en reparler, c'est l'inverse du blé. Et puis sur la betterave, on pourrait aussi parler de reconception
Alors avec la combinaison variété, délai de retour sur la parcelle, qui génère beaucoup de situations de maladie notamment, et puis azote. Mais bien sûr que cette conception, elle existe, et c'est prometteur sur variété et association sur les pucerons, mais bien sûr que c'est pas encore au niveau aujourd'hui. Vous voyez, donc la combinaison, ça peut se faire, il faut le travailler. Puis il y a des cas comme les protéagineux où pour le moment, on ne peut pas trop le mobiliser. Voilà, j'espère que l'essentiel aura été clair, et j'espère aussi que pour certains, ça vous permettra de démarrer des choses dès 2026, au moins sur le blé, et puis que si vous avez besoin d'appui complémentaire, eh bien vous passerez par Martin Relais et le CNA. Merci. Eh ben, merci beaucoup Bertrand. J'ai quelques questions pour toi si tu veux bien. Bon, c'était plus long que je pensais, mais bon, on a Non, démarré un non, peu mais plus c'est tard. très bien. Il Ça va, y a c'est aucun pas souci pour moi. Tu vois, les variétés, ça bouge pas mal, donc tu as donné des pistes de variétés rustiques. Alors je vais arrêter le Euh, partage peut-être, si tu veux. Comme tu Non. veux. Là, en tout cas, c'est bon, je nous ai mis nos deux webcams en grand. Oui, mais parce que moi, ça me permettra de te voir. Ah oui, d'accord. Pas de souci. Puis si on a besoin, Alors. Donc là, on est sur un 40 minutes d'enregistrement. Ah ouais, bon, ça va, j'avais peur que ce soit Oui. plus. Par contre. Alors, toi, on s'entend là toujours? Ah oui, oui, tout à fait. Alors, où est-ce que tu es? J'ai plus ton écran. Il faut que tu ailles sur Revmux. Bah, quand même bizarre, ça. Je t'entends, mais je ne vois plus d'onglet avec la. Bon, c'est pas grave. Vas-y, pendant ce temps-là, je cherche. Ok. C'est original quand même, ça. Bah, tu retrouves l'onglet Fmux et puis c'est bon, normalement, tu auras tout. Bah oui, mais. Bon, en tout cas, t'inquiète pas, on voit ta caméra centrée. Ah si, ça y est. Ok. Ok. Oui, donc une question qu'on peut se poser, c'est que tu as donné des exemples avec des variétés Oui, c'était celle Apache Rubisco qui sont plus trop usitées Non, maintenant. plus du tout, Euh, plus du tout. voilà, c'est ça, vaut mieux pas trop les utiliser même. Comment on détecte une variété rustique actuelle? Ouais, alors, Par exemple, tu vois, je suis agriculteur, je regarde les tableaux de sélection Arvalis. Sur quels critères détecter une variété dite plutôt typée rustique, quoi? alors j'ai hésité, toi, mais je voulais pas faire trop long, et j'ai un tableau là, je pourrais te le repartager. Alors Vas-y, vas-y, vas-y. voir, on pourrait, si tu me dis, je le rajouterai dans la présentation que je t'enverrai. Euh, Tu peux essayer de le remettre à l'écran présentement, hein, si tu veux, ouais, pas de ouais, souci. ouais. Moi, Alors attends. je vais recouper tous les blancs après au montage, hein, donc il n'y a pas de problème. Ouais, non, mais je le rajouterai je t'enverrai le truc, mais alors fenêtre. Tu vois, bon, je l'avais masqué cette diapo. Ça, Alors, c'est beaucoup plus. attends, je la remets à l'écran. Tac, tac, tac. Tu Hop pourrais la là. rajouter toi aussi si tu veux, mais ça veut dire ça, c'est Attends, beaucoup plus je suis récent, pas ça encore date prêt. mais tu veux qu'on Voilà, enregistre ça voilà, ou pas? c'est affiché à l'écran. Pas en plein écran, mais on voit quand même pas mal, normalement, c'est bon. Ah oui, attends, ouais, je peux en plein écran. Ah, parfait. Et tu veux qu'on enregistre un petit truc là-dessus ou non? Bah, oui, donc la question qu'on se posait, que je me posais, c'était, OK, on a des variétés dites rustiques plutôt anciennes et moins usitées maintenant, voire plus du tout. Comment détecter une variété dite rustique actuelle, quoi? Est-ce qu'il y a des Ouais, critères dans ouais, les screenings génétiques, mettons Arvalis, quand on lit choisir et décider, par exemple, sur lequel on peut se fier? ouais. Bah alors c'est exactement ce que je fais moi tous les ans. Alors, tu vois, j'ai même pas mis l'inverse, c'est-à-dire que je regarde prioritairement les maladies du feuillage, rouge-jaune. Alors rouge-jaune notamment parce que ça peut être gênant parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça fait démarrer éventuellement un premier traitement qu'on voudrait pas démarrer à cause de la rouge-jaune, et donc c'est quand même très très important pour rester sur maximum un traitement. La rouge brune beaucoup maintenant aussi, parce que la rouge brune elle existait avant, mais en fin de cycle avec de la chaleur on peut avoir beaucoup de rouille brune.
Donc les deux rouilles, c'est vraiment important pour éviter de traiter plus. Voilà. Ensuite, la fusariose aussi, parce que c'est aussi ça, c'est des traitements supplémentaires. Là, ça sera des traitements à piaison. Et alors bizarrement, j'ai pas mis la septo. Pourquoi? Parce que finalement la septo, si on traite une fois avec un itinéraire désintensifié, c'est presque ce qui se passe le mieux. Et c'est souvent à cause de rouille ou de risque fusariose que les gens traitent encore plus. Et du coup, je l'ai aussi la septo d'une autre manière, en ayant la nuisibilité moyenne par rapport aux moyennes des pertes, pardon. Et ça, ce sont que des critères que j'ai dans les bases Arvalis. Je les trouve directement dans les tableaux Arvalis. Il y a aussi le rendement, bien sûr, pluriannuel en pourcentage, parce que il faut quand même vérifier qu'on reste dans des... Et c'est comme ça que je m'aperçois qu'on peut, depuis 10 ans, mais c'est connu, avoir des variétés à la fois productives et dites rustiques. L'averse, elle n'est pas dans cette version-là, mais j'ai d'autres versions où je la mets. Là, c'est pas très compliqué, mais j'évite juste les variétés les pires. Et puis il y a aussi, qu'on voit mal la dernière colonne, et ça c'est la capacité à faire de la protéine en fin de cycle. Ça s'appelle ce qu'on appelle la condition de déviation pro GPD, et ça c'est la capacité à faire de la synthèse de protéines. On voit bien que par exemple j'ai mis en vert ce qui étaient les notes les plus favorables selon les critères. Et quelquefois, j'ai quand même mis une variété intéressante, mais sur pas mal de choses. Parce que la difficulté, bien sûr, c'est plus on met des critères, plus le filtre, plus moins on filtre de variétés. Donc, par exemple, dans le cas des Mingway, là, où je l'avais quand même mis, malgré sa faible capacité à faire de la protéine. Alors après, les mélanges ont l'intérêt, les mélanges variétaux, en montant à 4, ça sert à rien de monter à plus. 4, c'est la bonne base de nombre. Ça permet éventuellement de corriger le défaut d'une variété par rapport aux autres. Donc voilà ce qu'il faut regarder, hein, en gros, pour traiter moins. Mais l'inverse, franchement, en évitant les pires, ça se passe bien. Ça, c'est l'expérience acquise. Pourquoi? Parce que déjà avec des dates de semis un peu différentes, un peuplement non excédentaire et moins d'azote au talage, vraiment les 4 verses, on les évite d'abord comme ça, quoi. Même sur des parcelles à fort potentiel, type Neubourg, où on va chercher 11 tonnes de blé. Oui, mais c'est parce qu'ils fertilisent comme des cochons. Là, j'espère Oui. que tu n'enregistres pas, mais si tu veux enregistrer, on peut refaire. Non, mais disons que si tu veux, la fertilisation est très importante et la date de semis aussi. C'est là où la baisse densité, elle est très importante. Si un mec continue de vouloir semer au 5 octobre, bah, dans ce cas-là, effectivement, si tu veux, il faut qu'il baisse la densité. En très bon limon au 5 octobre, au milieu favorable, avec un semis aux petits oignons, bon bah là il faut regarder la densité qu'il met. Peut-être qu'il la baisse déjà. C'est pour ça que sur la densité, il faut regarder l'existant. Mais si c'est semé fin octobre-novembre et puis il n'y a pas d'azote au talage, là ton niveau de verse il baisse considérablement. Même dans des fortes productivités, quoi. Oui, parce que la force productivité c'est à la fin. Mais au début, ton peuplement, il n'a pas de raison de vivre des choses très différentes. C'est vraiment au début la biomasse végétale autour des pieds 1 cm et son statut azoté qui déclenche l'averse. Donc ça se voit avec les yeux et ça se diagnostique par rapport à au peuplement et à l'azote. Et même s'il y a même s'il y a des reliquats de 100 points, à la limite, de toute façon le blé va pas bouffer tout l'azote sol comme ça aussitôt. Et la fertilisation, elle est beaucoup plus sournoise parce que si les conditions sont favorables, on peut vraiment booster l'absorption très fortement. Donc là, je sais pas pourquoi je fais pas la colonne verse, mais c'est mieux de la rajouter, oui. Mais la tendance aussi, c'est qu'on a moins de blé très versant qu'autrefois. Ok. Et est-ce que tu penses que rajouter un critère de sélection, donc semis un peu plus tardif, pas trop de peuplement, et prendre des blés qui en plus sont typés pour faire des très gros épis et moins de talage? Ou alors ça dépend des années. Okay. Et puis on n'a pas forcément la caractéristique, on la connaît de manière empirique,
mais on ne le sait pas trop au moment où ils sortent. Alors, il faut quand même faire du renouvellement variétal dans les fermes aussi. Et en fait, on découvre ces caractéristiques-là pour les blés qu'on connaît sur le terrain. Et ça dépend aussi des contextes, en fait. Hein. Et là, l'idée de mélange est intéressante aussi. Tous les ans, alors ou de mélange ou un minimum de diversification de variétés dans la sole, parce que les scénarios sont pas les mêmes. C'est ça le problème de l'agriculture, et de plus en plus d'ailleurs, c'est les scénarios n'étant pas les mêmes, soit faut diversifier comme on peut. Donc sur le nombre de cultures pour créer des scénarios différents, sur au sein d'une culture le nombre de variétés, notamment en blé, puisque c'est quand même la culture numéro un dans la sole, même si elle est des fois que 35%, c'est quand même la numéro un. Et donc faut diversifier sur la sole blé. Et puis on peut aussi diversifier dans le même champ avec les mélanges. Mais on peut pas affirmer que c'est toujours les gros grains, tu vois, qui marchent, etc. Ok. Et après, chaque agriculteur, bien sûr, peut rajouter son propre empirisme. Il n'y a pas de souci. Il faut bien qu'il voit que plus on rajoute de critères, bah, plus le filtre donne moins de variété, quoi. Moi, j'ai des gars moi, je leur propose ça, et puis ils prennent dedans ou pas. Il y en a qui en trouvent d'autres, mais sur les mêmes critères, ou on leur en propose d'autres. Charge à eux de vérifier qu'ils prennent pas une variété qui convienne pas. C'est surtout ça, en fait. C'est pas une liste fermée. Mais je fais la même chose en colza. Alors sur colza, l'outil de Terranioia est très bien fait, mais quand tu resserres les critères et que tu en mets 3 ou 4, du genre le risque élongation, du genre la rapidité d'installation, je sais pas comment il appelle, du genre pas de surmaladie, genre alors il n'y a pas de sclérotinia, mais genre cercosporiose, pas cercosporiose, cylindrosporiose, et que tu rajoutes maintenant éventuellement par rapport aux pucerons, par rapport aux altises, bah, tu t'aperçois que tu as au sein d'une région que 3 ou 4 variétés, alors qu'ils s'en vendent de l'ordre de 10-12. Mais sur Colza, tu peux pas jouer sur les critères retard de date de semis. Enfin, là, c'est pas possible. Non, tu peux pas jouer sur le retard de semis. Mais sur le choix variétal, quand tu choisis 3-4 critères comme ça, ensemble, et là, c'est un OAD qui le fait, tu t'aperçois qu'il t'en sort que 3-4, voire 2-3. Alors qu'en blé, on a une gamme, tu vois, on a un accès quand même beaucoup plus large. Et en colza, c'est pas assez fait en colza. Et pour un lin, tu t'orientes vers quels critères, par exemple, en choix variétal? Alors le lin, c'est pareil, hein, il y a beaucoup alors, il y a l'averse, il y a enfin, il y a surtout l'odium. Parce que c'est l'odium essentiellement qui est la dynamique dominante pour les fongicides. Mais le lin, c'est un exemple où enfin, si tu veux, c'est n'importe quoi ce qui se joue. Les filières sont en train, plus ça gagne de l'argent là, plus ils intensifient le lin. Ils l'intensifient à l'envers, c'est des combinaisons à l'envers. C'est plus d'azote. Or le lin est très versant. Et l'azote provoque provoque le développement de l'odium. Donc si tu veux, c'est vraiment, ça tout le monde le sait, mais personne ne veut dire. Et quand t'es pas le spécialiste, t'as juste le droit de fermer ta gueule. Ça, je peux te le dire. Moi, je ne pèse que dalle sur le lin, sauf avec quelques mecs qui écoutent, parce que les linières sont derrière les gars et ils veulent du volume. Alors, il y a moins l'argument, si tu veux, économique, parce que bon, la promesse de gain est telle en lin que ça pèse pas. Et puis même si quelqu'un échoue, parce que tu as quand même des échecs redoutables en lin, tu as quand même des gens qui ont des parcelles qui sont non récoltées. Mais la perte, dans ce cas-là, est telle que c'est plus les 100 balles d'économie de coût, tu vois ce que je veux dire. C'est plus ça le problème. Donc on n'a pas d'argument économique, on n'a que l'argument, si tu veux, de durabilité hors économie. Et ben ça, c'est encore autre chose. Alors qu'on sait faire du lin, l'effet de millésime, si tu veux, sur le scénario météo favorable au lin, il est majeur en lin, comme sur d'autres cultures, mais il est énorme, combiné avec le prix, bien sûr, le marché. Et donc, du coup, c'est complètement incroyable que
que finalement on soit dans un métier où les filières ne partagent plus ça avec les agriculteurs. Il leur propose de se mettre dans des conditions où on aurait toujours les meilleurs scénarios bioclimatiques et de prix. Ce qui est quand même incroyable, puisque l'expérience des agriculteurs, c'est l'inverse. Il n'y a jamais eu autant d'aléas et de prix et de scénarios climatiques. Toi, même par rapport aux crises actuelles là qu'on voit, et les mécontentements, etc., moi je me dis, mais ils sont archi capables, heureusement, d'identifier leurs difficultés, et en même temps, parfois, bah, ils ont comme un masque sur la figure, sur leur manière de conduire leur production. C'est les deux à la fois. Et même en élevage, hein, je pense, moi j'ai beaucoup travaillé en élevage au début de ma carrière. C'est terrible ce qui se passe, mais enfin pour ceux qui sont concernés, mais en même temps, si on regarde de près, des fois tu te dis qu'il y a des aberrations totales, quoi. Bon, en tout cas là sur les cultures, c'est clair et net. On fait comme si c'était toujours les meilleurs scénarios. Et alors que on le sait, tous les travaux sur le changement climatique disent que la fréquence d'événements très intenses, l'intensité et la fréquence des événements exceptionnels va augmenter. Et c'est ce que j'appelle les événements abiotiques sur les cultures. C'est-à-dire que ce n'est pas des organismes vivants comme les maladies ou les pucerons ou je sais pas quoi qui vont atteindre les cultures. Il y a de plus en plus de cas où c'est uniquement le scénario abiotique. Tu vois, et ça, on le dit pas assez. Je ne vois pas encore les instituts accepter d'en parler. Mais ce qui est quand même pas normal, il faut parler de ça aux agriculteurs. C'est ça qu'ils vont vivre. Et c'est la raison de ma proposition pour reparler d'itinéraire blé, si tu veux. Sinon, aucun intérêt de parler d'un vieux truc. Ce qui est dommage, c'est qu'il a été très peu adopté. Et que là, moi, je vois les générations qui passent, et c'est pas de votre faute, hein, et toi, t'es pas parmi les plus jeunes, mais quand même. Mais plus le temps passe, moins c'est connu. Tu vois, alors que pour moi, et c'est hyper costaud. D'autant qu'on peut le préciser avec APN, qu'on a les variétés, on vient d'en parler, que tu vois, et que tu vois ce qu'on disait en 2000 pardon, quand il s'agissait de faire du blé très peu coûteux pour faire de l'éthanol, mais finalement on a à peu près la même chose, mais sans faire d'éthanol. C'est quand même la hausse des charges, c'est quand même considérable. Et sans parler des charges de structure, hein, parce que bon, c'est encore un autre sujet, c'est pas dans la conduite, mais enfin, c'est quand même clair que dès qu'ils vont acheter n'importe quoi, ça coûte, comme toi et moi, hein, ça coûte une fortune. Tu vas acheter 3 clous, tu vas acheter une ampoule, enfin bon, on vit tous ça, c'est une réalité. Et en second sujet, je voulais te faire parler justement de ce sujet à effet retard de l'azote. Est-ce que tu voulais rajouter ta diapo, tu disais sur les fuites nitrates? Ah oui, bah si tu veux, mais là du coup t'as pas enregistré sur variété. Moi, j'ai tout enregistré, j'ai pas coupé l'enregistrement. Non, parce que tu feras gaffe, j'ai dit des gros mots quand même. Oui, non, mais je vais retailler un peu, hein, y a pas de Quand souci. j'ai dit qu'ils fertilisent comme des cochons, je préférais quand Oui, même non, ça pas. y a pas, Je travaille un peu t'inquiète. encore pour le Neubourg, donc. Oui, non, y a pas de problème. Mais ils savent bien qu'ils chargent comme des fous, hein, de toute façon. Alors, ah mince, j'ai encore pas. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Quand je départage, je perds tout. Pas possible, ça. Ben, incroyable. Comment je peux faire? Ah, ça y est. Alors, par contre, il faut qu'en parallèle, je rouvre un autre document. Alors, où est-ce que je vais l'avoir? Je vais voir le plus rapide, parce que c'est un document que j'ouvre souvent. C'est un truc que j'ouvre souvent. Ok. Donc, c'est une diapo que j'utilise souvent. Est-ce que je pourrais être là? Ouais, bah à la limite, oui. Alors bon, là, je suis mûr. Donc, où est-ce que tu es? C'est quand même dingue, ça. Ah oui, c'est parce que je suis sur Edge. C'est pour ça que je te... Alors, du coup, je vais repartager
Bon, en fait, c'est dans le truc fertilisation dynamique, alors. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Je vais prendre que la diapo qui m'intéresse. Parfait. Ah bah nickel. Peut-être, je vais recontextualiser en un ou deux mots. Ouais. Euh, ouais. Alors, il y a pas mal de cas où, quand l'azote est cher, on fait des essais où on baisse la fumure azotée. Mettons, c'est des choses qu'on a vues l'année dernière sur le terrain, où on fait des moins 60, moins 50, moins 60 points comparé au plan de fumure classique prévu. Et en fait, on fait des pesées, on fait des répétitions et on voit aucune différence rendement entre dose azote prévue et dose X-60. Et on suppose fortement que l'azote, ça fonctionne quand même en grande partie avec un effet retard. Et si une année, on baisse fortement la fertile mais qu'on ne voit aucune différence, et qu'on fait, mettons, partout sans quinto, c'est surtout grâce à la surfertilisation des années précédentes euh, qui vient nous compléter justement le déficit qu'on a apporté l'année N. Et que si on se met à sous-fertiliser pendant 2-3 ans, c'est là qu'on a un effondrement du rendement. Et Bertrand, toi, tu as travaillé le sujet. Je voulais bien avoir ton avis là-dessus. Alors effectivement, et c'est pour ça que je propose de le faire en expliquant un peu ce qui se passe, parce que on parle beaucoup de fertilisation et finalement, il faut ouvrir la boîte totale. Et alors là, c'est une présentation qui veut représenter la fuite nitrate, mais à la limite, ça ne représente pas que la fuite nitrate, ça explique finalement qu'est-ce qui se passe dans les interactions entre la fertilisation, le piégeage de l'azote par ce qu'on appelle la culture en place, qui devient culture précédente dans notre schéma, et puis aussi la culture suivante. Alors là, ça, c'est suivante par rapport finalement à une récolte un peu estivale. Et puis la boîte sol dont on va parler. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, par rapport à ta question, ça dépend beaucoup des types de cultures. On va différencier deux grands cas, c'est-à-dire les cultures qui vont être récoltées en début d'été, surtout maintenant, alors donc toutes les céréales d'hiver, mais voire même les orges de printemps, les protéagineux même de printemps, les colzas, toutes ces cultures-là qui sont récoltées, allez, on va dire en début d'été. Ça veut dire que ces cultures-là, elles sont mûres maintenant en juillet, et elles arrêtent en gros d'absorber, c'est déjà, en tout cas à un moment donné, elles absorbent plus du tout, mais elles arrêtent très fortement d'absorber de l'azote de l'ordre de au moins 3 semaines avant. Alors avec des petits différentiels sur les cultures. Ça veut dire que elles utilisent de l'azote sol, minéralisé par le sol, mais uniquement de l'amélioration liée à des fortes chaleurs avec des sols humides, par exemple en mai, et puis jusqu'au 15-20 juin. Donc elles prennent de l'azote sol, oui, mais elles en prennent beaucoup moins, par exemple, qu'une culture de maïs ou de betterave, qui elle va être là avec son gros potentiel de biomasse pour absorber en plein été. Donc, qui vont pouvoir bénéficier dans ce cas-là, ces cultures-là, dites d'été, ou le tournesol, ou le sorgho, à ce moment-là, qui vont bénéficier de toute la période de minération du sol. Alors, toutes, j'exagère, parce que, par exemple, une betterave arrachée tard, plus longtemps, et un maïs en silage récolté début septembre, moins longtemps. Mais quand même, selon les années, ils vont pouvoir bénéficier aussi de l'azote de juillet-août selon l'eau du ciel, pardon. Donc ça veut dire que le cas est quand même très différent, mais ce qui reste vrai dans ce que tu dis, c'est que on sous-estime très souvent la part de fourniture du sol. Alors malgré la méthode du bilan, pourquoi? Parce qu'on fait des estimations. Alors on a le RSH, certes, mais le RSH, il n'est qu'à un moment donné la teneur du sol en azote disponible sous forme nitrate pour les plantes. Or, il Donc faut avoir RSH, c'est reliquat sorti hiver. reliquat sortie d'hiver. Alors, il faut bien avoir en tête que la forme nitrate n'est pas stable. Ça veut dire qu'on n'a pas de l'azote disponible comme ça tout le temps. C'est-à-dire que ça peut se réorganiser, donc c'est ce que montrent les flèches, et puis ça peut se minéraliser. Et ça peut se faire même dans l'ordre sur un mois de temps. On le voit avec des suivis dynamiques. Ça veut dire que quand tu obtiens des résultats dans des bandes témoins, voire zéro, moi j'ai des bandes de fertilisation dynamique en maïs, où avec des témoins zéro, on peut aller à 100 quintaux de maïs récolté. Mais là, on est vraiment dans le cas que je décrivais, où avec un été, même cette année en juillet,
juillet humide et août très sec, où on a pu bénéficier très massivement de l'azote sol. Dans le cas d'un blé, c'est quand même beaucoup plus rare qu'on ait des écarts de 100 points, mais on peut avoir des fois alors par exemple sur le colza, moi j'ai des cas là où on a eu cette année, la fertilisation dynamique aussi, des X-60 qui ont été cherchés, ou même moins 70, qui ont été obtenir plus de 50 quintaux battus. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, il n'y a aucun miracle. Ça veut dire que il y a eu une efficacité. Il y a deux choses. Il y a eu plus d'azote disponible que ce n'a été estimé, ou voire même analysé par un reliquat sorti d'hiver. Parce que le reliquat sorti d'hiver, il ne te dit rien de ce qui va se débobiner et être rendu disponible en mai et juin. Il ne te dit pas ça, le RSH. C'est un autre poste du bilan qui alors fait une estimation de la fourniture du sol par la voie de la minéralisation. On n'a pas affaire au même poste de fourniture. On a le poste reliquat sorti d'hiver, et dans le bilan, il est bien au niveau pédagogique, mais il n'est pas bon au niveau de l'estimation de l'azote sol. Et il est globalement, tout le monde l'accepte d'ailleurs, ce que je dis, c'est pas un gros mot, et c'est une sous-estimation très très forte, pas partout en France bien sûr, mais notamment beaucoup de sols dits fertiles quand même du nord de la France. Il y a une sous-estimation dans le calcul du bilan du poste fourniture d'azote, que le RSH ne montre pas parce que en février, l'analyse ne montre pas la capacité du sol à rendre disponible de l'azote en mai et juin. Voilà pourquoi tu peux faire des bandes ou des essais ou des parcelles avec moins d'azote. Alors que se passe-t-il maintenant sur le temps long? Je dirais que ça ne joue pas tellement en 2 ou 3 ans. Par exemple, ce qui est intéressant, vous pouvez aller voir vos champs et vos bandes l'année d'après. Est-ce qu'on retrouve les effets l'année d'après? En fait, on les retrouve pas. Pourquoi? Parce que il faut bien avoir en tête, c'est pour ça que tu vois que c'était pas une réponse binaire finalement, que là, dans le potentiel de minération totale du sol, on parle de l'ordre de plusieurs milliers d'unités d'azote. Il faut bien avoir ça en tête. Et donc, ce n'est pas parce qu'on va avoir des fertilisations plus faibles pendant 3 ans qu'on verra quoi que ce soit au niveau de la fourniture de sol pendant longtemps. Parce que même si un sol, on lui retire, j'allais dire, 300 points d'azote sur 3 ans, c'est quand même déjà énorme, hein. On va faire des écarts de 100 points pendant 3 ans de suite, c'est 300 unités par rapport à des parcelles qui ont le plus souvent de l'ordre de 2000, voire plus unités d'azote, potentiellement minéralisables. Et ça se regarde avec l'azote total du sol. Et en fait, chaque année, bien sûr que tout n'est pas minéralisé, mais quand tu as un potentiel d'azote total de l'ordre de entre 1000 et 3000 unités, en gros, c'est pas tes 200 points que tu as mis en moins qui jouent grand-chose dans l'affaire. Ouais, le potentiel de minération, il reste le même. Alors après, dans le temps long, par exemple, moi, les gars que je suis avec des soldes d'azote, en réalité, même en faisant des sous-fertilisations sur blé, sur colza, sur maïs, etc., parce qu'ils vont pas forcément à faire des témoins partout, et ben finalement, ils sont dans des soldes d'azote qui flirtent avec le zéro, c'est-à-dire entre moins 30 parfois et plus 30 ou 40. Malheureusement, les années où le rendement est pas là malgré leur baisse d'azote. Et donc, du coup, tu vois bien qu'ils sont pas en train d'appauvrir leur sol à ce moment-là, puisqu'ils sont plutôt sur des soldes d'azote cumulés moyennés qui sont entre moins 20 et plus 20. Alors que, il faut bien avoir en tête, c'est que le reste du monde est sur des azotes en grande tendance entre plus 30 et plus 50. Donc, c'est l'inverse. On charge le bloc fuchsia, là, on charge le stock d'azote lié à la matière organique du sol. Ça, c'est clair et net. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir trop vite avec les baisses d'azote. Est-ce que tu peux nous toucher un mot sur le circuit d'azote dans le sol? C'est-à-dire que quand on apporte de l'azote au sol, il y en a une part qui va être mangée, une part dégazée, une part qui va partir à la nappe phréatique et une part quand même non négligeable qui va être recapitalisée dans la matière organique du sol, Tout dans à la fait. matrice sol et qui débobinera plus tard. Et c'est pour ça Exactement. Alors ça, qu'on a c'est un le sol sens. qui minéralise au-delà de sa matière organique, en fait. Absolument. C'est le sens des flèches. C'est que malgré les fuites, c'est pour ça qu'on avait fait ça pour la fuite nitrate, mais ce sera aussi la fuite de gaz à effet de serre. Il faut bien voir que les doubles flèches, la organisation dans un sens, vous avez l'azote, il est minéral, c'est ce qui est analysé, c'est sous forme nitrate, et il se trouve que ce qui est minéralisé, c'est aussi ce qui est absorbé par les plantes. Donc ça tombe bien, mais c'est pas stable.
Donc, selon les conditions météo, voilà, ça sera organisé, c'est-à-dire que les êtres vivants vont s'en emparer, et on dit qu'il est organisé, et il est plus ou moins lié, du coup, aux particules même d'argile et de carbone. Donc, ça, c'est le sens organisation, et dans ce cas-là, on ne le voit plus à l'analyse de reliquat. Et puis, dans l'autre sens, il se minéralise. Et malgré les pertes, on a quand même, tout n'est pas perdu. Alors, évidemment, il y a toujours les exemples de sols très superficiels à cailloux sur sable. Alors, à ce moment-là, tu as un sol qui est, on appelle ça limite un filtre à café, qui retient rien du tout. Et donc, dans ce cas-là, tu aurais intérêt à fertiliser quasiment en perfusion, parce que tout ce qui va pas être absorbé va être perdu en quelque sorte. Mais en dehors de ces cas extrêmes, caricaturaux, effectivement, on va garder quand même de l'azote dans le sol malgré les pertes. Et le sens des flèches, c'est de se dire justement, quand je fertilise, c'est bien cette flèche-là, c'est pour alimenter la culture en place, qu'on va appeler nous précédente par rapport à la fuite nitrate, mais c'est la culture en place. Et l'excès de fertilisation va aller regagner le sol. Alors, soit tout de suite là en minéral, mais il va pas rester sous forme minérale s'il n'est pas absorbé. Par exemple, on est en fin de cycle, et donc à un moment donné, il va aller soit comme ça, soit regagner le sol. Donc de toute façon, le sol est quand même d'abord le réceptacle de l'azote en trop. Les fuites vont apparaître après le passage par le sol. Et au moment d'une nouvelle vas-y. minéralisation qui, elle, sera entraînée par de l'eau. Et là, c'est l'eau drainante qui va faire que l'azote qu'on retrouve dans l'analyse là à l'automne va se retrouver entraîné par l'eau et va amener des nitrates dans la nappe. Mais au préalable, on a de toute façon un moment, des moments dans l'année, qui vont avoir le passage par le sol. Et donc, soit on garnit le sol, et même si on fertilise moins, encore une fois, on n'est pas prêt de dégarnir la plupart des sols de France à ce point-là. Alors, la crainte des agriculteurs, qu'on peut comprendre, c'est qu'ils voient l'aérien. Et ce qui est vrai, c'est que des cultures très nitrophiles, telles que les couverts, montrent très bien leur gourmandise pour l'azote disponible. Donc, pour cet azote minéral. Mais c'est pas parce qu'ils sont gourmands qu'il faut qu'on les incite à être gourmands. Et c'est pas pour ça que c'est une bonne manière de faire. Alors, pour des raisons de fuite nitrate, de gaz à effet de serre, et aussi pour des raisons de coût quand même. Parce que dans le contexte qu'on vit sur le prix de l'azote, et là c'est encore raccord avec l'actualité, c'est quand même urgent, il me semble, mais pas qu'à moi, d'avoir un maximum d'efficacité de l'azote apporté. Et donc, que la fertilisation, elle conduise à des flèches de plus en plus petites, c'est-à-dire qu'on ait de moins en moins de soldes qui passent soit par, à un moment donné, un reliquat qui va poser problème, ou soit même qui aille se stocker sur le sol. On n'a pas besoin de stocker. Alors ça peut se vérifier. On peut faire des taux d'azote sol, ça coûte pas très cher, c'est l'azote total, pour vérifier qu'on n'est pas en train de faire des bêtises par rapport à l'azote sol. Parce que c'est vrai qu'un sol qui contient plus du tout assez d'azote, à ce moment-là, il y aura un problème de fertilité. On peut pas dire l'inverse, mais dans la plupart des cas, on en est très très loin. Et même si des couverts se développaient moins, ce n'est pas un marqueur suffisant pour dire qu'on manque d'azote dans le sol. Voilà pourquoi la réponse était un peu plus complexe qu'on pourrait penser. Et là-dessus, j'ai une question. Si on prend par exemple un blé ou une orge, ce sont les archétypes un peu de ce qu'on cultive, quel pourcentage d'azote absorbé directement et réorganisé et perdu il y a, par exemple, quand on apporte une unité, et combien, mettons, un blé, quelle part de la fertilisation d'un blé provient de l'azote minéral réorganisé, mais des années précédentes? C'est-à-dire que j'ai cru comprendre qu'en gros, quand on met, mettons, 200 points sur un blé, en fait, le blé, il ne va manger que 100 points, et le reste des 100 points qu'il lui faudrait, c'est la minéralisation du sol, de l'humus, des arrière-effets, de la fertilisation chélatée par le sol des années précédentes, etc. Alors là, c'est tout à fait ça. Ça, c'est le concept de coefficient d'utilisation, qui est vrai pour toutes les cultures qu'on fertilise et qui sont nitrophiles. Et c'est un peu à la base de la démarche de fertilisation dite dynamique avec un suivi dynamique. Alors, par exemple, ici sur blé, pour ceux qui n'auraient pas vu la présentation de la fertilisation dynamique, la colonne là qui est entourée en rouge, ce sont X situations de parcelles. Alors ça, c'était l'ancêtre de APN, puisque c'était la bande double densité. Et les taux qui sont là, les chiffres qui sont là, ce sont les taux d'efficacité. Ça veut dire que
sur 100 ou sur 10 points utilisés, on va dire sur 100, ce sera peut-être plus parlant, 66 ont été utilisés ici, 71, 83 dans cette situation-là, mais on peut voir que parfois on baisse à 53, c'est-à-dire qu'on est avec des taux d'usage de 50% quasiment seulement, et on a même des cas, tu vois là sur le bas, où on est très 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 faible. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, bah, tu as 60 à 80% de l'azote qui n'est pas utilisé par la plante et qui va se retrouver dans le milieu. Alors d'abord sous forme nitrate, mais comme c'est pas stable, ça ira ensuite sur le sol. Alors les nitrates sont dans le sol aussi, mais dans la solution du sol. Et ensuite, quand le nitrate est pas stable, eh ben il va se réorganiser, mais en restant sur le sol de manière plus, j'allais dire, plus pour le coup protégé des fuites. Mais voilà, donc c'est extrêmement variable. Et puis j'avais montré, mais on peut le remontrer là aussi si c'est un petit appart que tu passeras, que par exemple là on est sur Colza, alors ce sont des simulations, mais qui sont vérifiées et confirmées dans la pratique. Voilà, on peut par exemple sur les apports de 30 janvier avoir des CAU, c'est-à-dire des coefficients, des pourcentages, et autrement de 30% seulement, c'est-à-dire j'apporte 50, bah, j'aurai seulement que 3 fois 5, 15, j'aurai que 15 points d'utilisés. Et ce qui n'est pas utilisé a de fortes chances, selon la météo qui refait froid, etc., là aussi, bah, à soit dégager avec de l'eau drainante, pourquoi pas directement en fuite nitrate, même en fin d'hiver, ou aller regagner l'organisation dans le sol et de redevenir de l'azote organisé. Et puis on voit bien que si on apporte au 7 mars en conditions de vitesse de croissance très favorable, on peut atteindre à l'inverse des taux presque de 100%. Donc les usages sont très variables et c'est pour ça que tendre vers des fertilisations efficaces, c'est un enjeu mais majeur, à la fois pour l'économie des agriculteurs et à la fois pour les enjeux environnementaux qui sont les nitrates et peut-être, en tout cas à mon sens, encore plus grave, vu ce qu'on vit, les gaz à effet de serre. C'est quand même le facteur numéro 1 de production de gaz à effet de serre sur les sols cultivés. Et pour toi, il y a bien sûr le dossier d'apporter de l'azote quand la plante en a besoin. Une unité d'azote minéral, quand elle est mise dans le sol, elle a combien de temps pour être Pour, absorbée avant d'être trop requélatée dans le sol, oui, partir à la nappe, etc. Faut que ça soit absorbé sous combien de temps vis-à-vis alors, des besoins de la plante pour que ça alors fasse le boulot, quoi. c'est une question intéressante, il n'y a pas plein d'articles là-dessus, mais ça dépend beaucoup de la météo, mais on considère quand même que, encore une fois, c'est pas une molécule stable, c'est un ion d'ailleurs, hein. Le nitrate, c'est on fait un raccourci, mais c'est un ion, donc il n'est pas stable. Et on considère quand même qu'en gros, un apport sous forme ammonitrate, il faudrait qu'il soit absorbé de l'ordre entre 3 semaines et 1 mois maximum, mais ça dépend beaucoup des conditions météo. Quand on regarde là en ce moment des suivis dynamiques de reliquats, on a des choses qui nous permettent de traduire que on n'a pas de perte d'azote sous les horizons parce que les sols n'étaient pas gorgés d'eau, donc il n'y a pas eu l'effet de dame drainante. Et on peut vraiment diagnostiquer grâce à des suivis dynamiques qu'il y a des périodes de minéralisation liées à un coup d'eau, par exemple d'arrosage sur des sols qui restent à température douce, et puis qu'après, cet automne, on a quand même des périodes de sec, et bien après, on a des phénomènes de réorganisation qui sont pertinents. On peut pas les traduire autrement, puisque finalement, on n'a pas de perte d'azote, mais on a une réorganisation qui fait qu'on fait apparaître moins d'azote minéral. Donc, tu vois, ça peut se jouer vraiment sur quelques semaines. On va Ok. dire que l'ordre d'idée, c'est quelques semaines, mais c'est plus ou moins selon les conditions, parce qu'en plus, les deux phénomènes peuvent se jouer, j'allais dire, presque en parallèle. C'est-à-dire que tu peux avoir des conditions favorables à la minéralisation, mais par ailleurs de la réorganisation en même temps. Parce que les êtres vivants, eux, ils attendent pas forcément pour bouffer de l'azote, quoi. Donc les Est-ce deux que se font en parallèle, mais plus ou moins. est-ce qu'un azote couplé au soufre sera plus sujet à la réorganisation car représentant une ration potentiellement mieux équilibrée pour la vie du sol? Non, non, alors ça fonctionne pas comme ça. Là, c'est plutôt la question des facteurs limitants qui revient. En fait, il n'y a pas de, c'est au niveau de la plante, il lui faut suffisamment de soufre et ça dépend des cultures. Elles n'ont pas les mêmes besoins. Donc ça veut dire que pour le coup, ça sert à rien d'augmenter un facteur limitant azote si par ailleurs, alors bon, par exemple, ce serait le cas du colza,
on en rajoute un peu. Il y a la plupart des sols. En gros, on peut dire quand même qu'en grande tendance, les sols riches en azote contiennent le plus souvent aussi suffisamment de soufre. D'ailleurs, qu'il y a quand même une corrélation assez forte. Je suis riche en azote, j'ai quand même du soufre. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on a aussi des restitutions intéressantes, et des restitutions soit végétales ou animales parfois, qui contiennent du soufre. Donc, ce qu'il faut, c'est ne pas, c'est effectivement vérifier qu'on va pas monter un facteur limitant alors qu'on va manquer d'un autre facteur limitant. Pour le coup, ça existe quand même, mais il n'y a pas de, tu ne peux pas protéger en quelque sorte la réorganisation de l'azote parce qu'il y aurait du soufre dans le sol. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça, c'est que les éléments sont dans l'eau du sol, dans l'eau disponible pour les racines. Les racines, elles font pas le tri. Elles absorbent de l'eau, et absorbant de l'eau, elles absorbent une eau qui est plus ou moins riche en nutriments. Et s'il manque de soufre, de toute façon, ça va servir à rien d'absorber de l'azote. C'est ça qui se passe. Mais on va pas pouvoir protéger la durée de présence sous forme nitrate parce qu'il y aurait du soufre. Ça, c'est pas possible. Ok. Et de même, le soufre est lessivable aussi. Et réorganisable aussi. Puisque les êtres microscopiques, le vivant dans le sol, eux, ils s'alimentent pas que d'azote non plus, ils s'alimentent d'autres choses. Donc en fait, ils sont, on peut les appeler des alliés, mais en même temps, ce sont des alliés qui font que si la période est moins favorable à la minéralisation, dans ce cas-là, c'est là que la fertilisation doit prendre le relais. On voit bien tout l'intérêt du concept de fertilisation dynamique qui accepte de prendre en considération ce qui se passe avec le sol vis-à-vis de l'amélioration ou de la réorganisation. C'est une acceptation humble, j'ai envie de dire, de prendre en charge ça, plutôt que de faire des calculs dont on a vu qu'ils étaient complètement imprécis du point de vue de la fourniture en azote du sol. Ce qui conduit aux essais que tu as pu faire ou que d'autres ont fait, sur le fait qu'on est capable de faire souvent des fertilisations beaucoup plus faibles, parce qu'en réalité, il y a une sous-estimation totale, alors, et de la quantité rendue disponible par le sol, et deuxièmement, selon la qualité de l'enracinement. C'est pour ça que, par exemple, qu'un colza dit robuste, ça veut dire que, à vérifier après en faisant une bêche ou autre, mais il a une capacité d'enracinement telle qui va être beaucoup plus efficace que les standards de calcul ne le prévoient. Mais inversement, on pourrait aussi, il faut l'avouer, enfin le dire, avoir une culture très mal enracinée, avec des conditions très mauvaises d'implantation, que ce soit en céréales ou en colza, et du coup, on va à l'envers surestimer sa capacité à absorber de l'azote, alors qu'en fait, il est très peu capable. Et ça peut arriver, par exemple, sur une fin de cycle, sur des cultures mal enracinées, liées à un scénario défavorable, et en plus, avec ça, avec un coup de sec à la fin, ça sert à rien de mettre de l'azote, ils sont pas en capacité d'absorber. Et donc là-dessus, ça me permet de rebondir sur une dernière question. Happy End, donc mesurer l'indice de nutrition azotée de la plante avec une pince, sur laquelle tu as beaucoup travaillé, c'est développé pour blé. Depuis un peu de temps, tu travailles sur l'adaptation de tout ça à l'orge, au colza et au maïs. Est-ce que tu as quelques nouvelles justement depuis un an sur peut-être si des gens veulent essayer justement quelques valeurs cibles ou planchers de colza vis-à-vis des différents stades ou idem en maïs, quoi. Je crois que j'avais ouvert un tout petit peu la chose il y a à peine un an sur colza, parce qu'on a été au bout sur 4 parcelles avec des biomasses et puis sur une avec des moissons, des récoltes. Et en fait, on a pu vérifier. Alors, il faut dire que sur colza, les choses se passent un peu différemment que sur blé. Il faut d'abord regarder la biomasse. Donc, voilà, il y a des courbes de biomasse à atteindre. Et en fonction de ça, on peut ensuite, en parallèle, contrôler éventuellement le niveau de statut azoté via la chlorophylle. On a de la chance parce que on a des niveaux de mesure qui sont à peu près du même niveau que la gamme sur blé. Et en fonction de ça, on peut décider en fonction d'abord de la biomasse en critère numéro 1, puis éventuellement donc de quelques mesures de statut azoté via la chlorophylle, décider finalement de la dose à apporter. Et à ce moment-là, de dire on va se rendre capable de viser moins 40, moins 50 sur des colzas qui ont à la fois la biomasse sans problème de référence et un statut azoté qui nous montre que ça va pour eux. Si on a les deux en même temps, on va se permettre de baisser. En gros, voilà où on en est.
Et ça nous a permis. Alors ça s'appuie aussi sur le fait que par ailleurs, il y a des travaux de Terrinovia depuis au moins 15 ans qui montrent que dans la grande majorité des parcelles, une dose apportée du bilan calculé moins 40 est tout à fait faisable. Et on va juste, là aussi, le faire un peu comme dans le réseau biorustique, de manière plus précise, en regardant le suivi de biomasse. Donc c'est du dynamique, mais avec la biomasse et pas que le statut azoté. Sur blé, on regarde moins la biomasse, on regarde plus que le statut azoté. Là, on va regarder la biomasse et en parallèle l'azote. Et si on veut se figurer ça pour commencer à travailler ça pour un colza, on considère qu'on est à INN1 Alors, tant pour qu'on le est à moment, 50, à 45 pour un indice SPAD qu'on on n'a mesurerait sur le pas. terrain. Alors, la différence, c'est que pour le moment, alors moi, je vais parler en toute honnêteté. Terrinovia travaille la question, et notamment sur la biomasse, qui pour eux est le critère essentiel. Et pour le moment, l'idée de faire un INN, c'est-à-dire d'avoir un rapport d'un statut azoté mesuré sur un statut azoté dit de référence ou critique, c'est ça la base de l'INN, c'est un rapport de l'un sur l'autre. Pour le moment, ça, c'est pas en train de se faire. Et le fait de faire en parallèle des mesures de chlorophylle comme je le fais, en toute honnêteté, pour le moment, Terrinovia est pas trop sur cette orientation-là. Moi, je crois que c'est un plus pour être économe en azote et qu'on est capable de le faire parce qu'on a les mêmes gammes de mesures. Et donc, quand tu as un T-0 et un témoin fertilisé normalement, par exemple, ça suffit. C'est-à-dire, il suffit d'avoir ça. Et ben à ce moment-là, on peut naviguer pour savoir si d'autres bandes où on en met moins, il est en train de décrocher ou pas. Mais je suis complètement d'accord avec eux sur le fait que la biomasse est critère numéro 1 pour le colza par rapport à l'obtention du rendement. Mais on voit bien qu'il y a plus on a de biomasse, plus il y a de dilution d'azote. Donc il me semble pertinent en parallèle, et ils sont pas contre, c'est juste que voilà, les travaux avancent, de regarder, puisqu'on a pas mal de biomasse, comment se passe la dilution et est-ce qu'on maintient quand même des choses correctes, et notamment quand on met moins d'azote. Parce que si on met pas moins d'azote, c'est beaucoup plus facile, c'est toujours la même chose. Si on suit que la biomasse, mais si on veut en même temps mettre moins d'azote, je crois que c'est indispensable de mesurer. Mais on a des mesures de chlorophylle et on se repère, si tu veux, en naviguant entre un T-0 et un témoin normalement fertilisé. Parce qu'on n'a pas l'équivalent INF pour le moment. Voilà ce que je pouvais dire. Et après, ça c'est... Alors, je ferai, moi, une proposition simplifiée pour des territoires en jus qualité d'eau sur le colza, et on va refaire une deuxième année de test, et je ferai une proposition simplifiée pour que plus de gens l'adoptent, et si ça t'intéresse, on pourra la partager, mais ça n'engage que ma responsabilité. Hein. À partir du moment où quelqu'un veut mettre moins d'azote, je veux dire, c'est une manière d'accompagner une fertilisation plus sobre. Il n'y a pas, et sur la base de plein de références qui montrent qu'on peut faire du X-40. Donc c'est ni plus ni moins que de préciser comment apporter moins 40 sur du colza. Ok. C'est pas non plus à ce point-là révolutionnaire. Ben, c'est très clair. Ben, en tout cas, je te remercie pour toutes ces précisions.